que Harry Styles est gay? Est-ce que Billie Eilish manipule ses fans? Est-ce que Squeezie nous ment? De plus en plus de célébrités semblent se mettre en scène dans les codes de la communauté LGBT+. Mais sont-ils légitimes à le faire? Et surtout, cette mise en scène révèle-t-elle un mensonge qui vise à se donner une fausse image publique? Une dénonciation commence à prendre de l'ampleur sur le sujet sur les réseaux sociaux. Pour autant, cette même dénonciation comporte également son lot de dérives. Je vous propose de voir ensemble ce qui se cache derrière la fausse sexualité des stars et principalement un concept, le queerbaiting. Le queerbaiting se traduit littéralement par l'hameçon à queer, qui est à la base un terme anglais insultant pour désigner toute personne issue de la communauté LGBT+, voulant dire un peu bizarre ou déviant, mais qui a ensuite été réapproprié par la communauté et qui est désormais utilisé par celle-ci. Pour Mark Harris, le terme est probablement un dérivé du gay baiting, qui désigne la pratique, notamment en politique, qui consistait à sous-entendre qu'une personne était homosexuelle sans vraiment jamais le dire, pour nuire à sa réputation et en même temps éviter tout risque direct de diffamation. Aujourd'hui, le sens est différent. La notion de queerbaiting est d'abord utilisée pour attaquer les différentes œuvres qui font semblant de représenter la communauté LGBT+, sans réellement le faire. Ce sont donc toutes les séries et les films avec des relations entre des personnages qui laissent penser à une relation homosexuelle sans jamais véritablement l'avouer. Un des exemples les plus connus est sûrement la série Sherlock, produite par la BBC. Le personnage de Sherlock et celui de Watson entretiennent une relation extrêmement intime qui a même mené de nombreux fans à imaginer une idylle entre les deux. Un phénomène qu'on voit très souvent dans les fandoms ou même les fanfictions autour des boys bands. C'était le cas pour One Direction, dont de nombreux adeptes propageaient l'idée selon laquelle Harry Styles et Louis Tomlinson, deux des chanteurs principaux, étaient en vérité amoureux dans le plus grand des secrets. Et ce phénomène de voir des relations LGBT+, là où il n'y a que des indices, ça touche également les films d'animation pour enfants. J'avais même fait une vidéo sur le sujet pour Vice Versa, dont la protagoniste Riley était soupçonnée d'être non-binaire, puisqu'elle avait des émotions à la fois masculines et féminines, là où tous les autres personnages, notamment adultes, et même d'autres de son âge, ont des émotions 100% féminines ou 100% masculines, et parce qu'à un moment, elle porte un pull avec un arc-en-ciel. Une accusation de queerbaiting qui s'est renforcée avec le second opus, dans lequel elle développe une admiration pour une de ses camarades, qui pourrait laisser songeur sur son orientation sexuelle. Mais comme pour Sherlock, The Hundred ou même Supernatural, tous ces indices laissant penser à la présence de personnes issues de la communauté LGBT+, ne sont jamais confirmés, voire sont balayés ou moqués par l'œuvre. Et désormais, ce problème touche aussi les célébrités. Et donc là, la définition est la suivante. Tous les artistes qui laissent entendre sournoisement, que ce soit par une action, une remarque ou un comportement passager, qu'ils ne sont peut-être pas hétérosexuels à 100%. Un des premiers à qui on a pu reprocher ce genre de comportement, c'est James Franco, bien avant que d'autres comportements encore plus graves lui soient reprochés. En 2008, il interprète l'activiste gay Harvey Milk, puis le poète gay Art Krohn en 2011, avant finalement en 2015 d'avouer dans une interview qu'il se sent gay dans son art et hétéro dans la vraie vie. On en reparlera de cette distinction entre dans son art et dans la vraie vie, séparer l'homme de l'artiste, tout ça. Récemment, ces accusations de queerbaiting, elles se sont multipliées. Par exemple, quand Harry Styles s'habille avec des tenues extravagantes, brisant les codes de la masculinité traditionnelle. Un phénomène qu'on avait vu en France pour les mêmes raisons quand Squeezie avait posé pour le magazine GQ. On peut aussi penser à Billie Eilish qui dans un clip se montre entourée de jeunes femmes et qui, en légende d'une publication Instagram, avait indiqué I love girls. Ce qui est reproché à ces artistes, c'est de jouer sur une forme de doute, d'ambivalence, et surtout de reprendre les codes de cette culture sans pour autant en faire partie, et donc en subir les conséquences négatives. Comme Disney avec son rainbow washing, oui, je suis désolé, ça fait beaucoup d'anglicisme, qui consiste à mettre des personnages LGBT+, mais juste un quart de seconde, ou de les couper dans les pays qui sont pas trop fans. Le but est de faire plaisir aux communautés concernées sans se mettre à dos les homophobes, ou risquer de créer une polémique à ce propos. Et c'est là où ça pose un véritable problème. Le terme d'appropriation culturelle fait énormément débat. Est-ce que quand Madonna se fait des tresses et s'habille en tenue traditionnelle pour rendre hommage à Aretha Franklin,
ça pose problème, est-ce que c'est de l'appropriation culturelle ou pas? Le sociologue Éric Fassin propose une définition intéressante, loin des caricatures qu'on peut parfois voir ou entendre. Pour lui, ce qui pose problème, c'est pas l'emprunt et la circulation qui est propre à chaque culture, mais c'est quand cette récupération s'inscrit dans un contexte de domination qui est invisibilisé par la même occasion. C'est pour ça qu'un Italien qui met un béret et prend une baguette sous le coude, c'est pas de l'appropriation culturelle, parce que nous ne sommes pas dominés par les Italiens jusqu'à preuve du contraire. Enfin, j'espère. Pour en revenir à notre sujet, la communauté LGBT+, a toujours été composée d'individus marginalisés et donc dominés. Dans son article sur le sujet du queerbaiting, Michael McDermott rappelle que cette accusation s'inscrit dans un contexte historique de représentation. Le code Hays, qui censurait pendant longtemps les œuvres hollywoodiennes, interdisait la représentation d'une relation homosexuelle. Et c'est sans compter les nombreuses caricatures et rejets subis dans les industries créatives. Beaucoup de célébrités ont même jamais osé faire et jamais pu faire leur coming out. Je pense par exemple à Cary Grant, qui est encore aujourd'hui suspecté entre grosses guillemets d'avoir été homosexuel ou bisexuel, mais qui ne l'a jamais avoué publiquement et ouvertement. Lorsque les industries créatives et les célébrités reprennent les codes de ce groupe, en tirent profit pour alimenter les discussions et se donner une bonne image, tout en finissant au final par ne jamais les représenter, voire même les invisibiliser, c'est là que ça pose problème. Car le risque est de voir les codes et l'esthétique d'une communauté déjà sous-représentée et dominée être accaparée par des stars et des studios sans pour autant légitimer cette même culture, voire même en la passant sous silence. Le pire exemple dans le domaine est probablement le groupe de jeunes femmes russes Tattoo du début des années 2000 qui s'habillaient en tenue provocante et s'embrassaient régulièrement sur la bouche lors de leurs prestations. Cependant, les deux artistes ont toujours nié être lesbiennes et disaient faire ça uniquement pour le show parce qu'on leur demandait. Et pire, depuis, l'une d'elles a même fait de nombreuses déclarations clairement homophobes après avoir pourtant profité de cette image sulfureuse en reprenant la culture LGBT+. Et donc, dans un sens, ces accusations de queerbaiting, elles apparaissent comme tout à fait légitimes. Mais ces accusations elles-mêmes sont de plus en plus dénoncées comme étant toxiques et contre-productives, y compris au sein de la communauté LGBT+, qui en souligne de plus en plus les dérives dangereuses. Comme d'habitude, cette vidéo est autoproduite, autofinancée. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo tout autour de vous. Merci énormément à ceux qui le feront. La première dérive, on en a déjà un peu parlé, ce sont ceux qui vont voir des codes LGBT+, là où il n'y en a pas forcément. J'ai pris l'exemple de Louis Tomlinson et Harry Styles qui n'ont jamais fait de clin d'œil explicite vis-à-vis d'une potentielle relation. Alors que dans le même temps, certaines fans sont allées jusqu'à théoriser que le fils de Louis Tomlinson n'était pas vraiment son fils et était simplement une parade pour continuer à cacher son secret. Je vous jure que c'est vrai. Pareil pour ceux qui sont surnommés les gaylords, qui sont persuadés que Taylor Swift cache des indices sur sa sexualité dans ses chansons. Notamment Lavender Haze, un de ses titres phares, parce que la lavande est une des couleurs utilisées pour représenter le lesbianisme. Vous le savez peut-être, mais j'ai toujours défendu l'idée qu'une œuvre prenait tout son sens dans l'interprétation qui en était faite par le public. Parfois, on voit un message ou une analyse dans un film sans pour autant que le réalisateur ait voulu dire ça. Souvent, c'est considéré comme de la suranalyse. On en entend souvent parler pour les profs de français. Ah, les profs de français, ils suranalysent les textes des auteurs morts qui voulaient pas forcément dire ça. Mais pour moi, le sens qu'on trouve dans une œuvre est tout aussi légitime, quelle que soit l'intention de l'auteur, parce qu'il est tout simplement impossible de la connaître complètement. Cependant, il faut pas tomber dans l'excès inverse et supputer une intentionnalité sur la base d'indices aussi faibles. On peut tout à fait ressortir avec un sens de l'œuvre sans pour autant préjuger d'une intentionnalité. On peut tout à fait voir dans les chansons de Taylor Swift une métaphore du lesbianisme sans pour autant affirmer que Taylor Swift a voulu faire passer un message sur le lesbianisme. Or, le concept de queerbaiting requiert une volonté d'appropriation qui mérite un faisceau d'indices plus important que simplement une référence à l'une des couleurs du drapeau arc-en-ciel, vous en conviendrez. Aussi, parfois, certains artistes LGBT+, se retrouvent accusés de queerbaiting. C'est le cas d'Omar Apollo ou de Cardi B, qui a toujours dit ouvertement qu'elle était bisexuelle, mais qui s'est vue accusée de s'approprier la culture LGBT+, dans un clip où elle dansait un peu trop sensuellement avec une femme, ce qui est un peu le comble. Mais le pire, c'est que parfois ça touche des célébrités LGBT+, qui n'ont pas encore fait leur coming out. Le cas le plus connu est celui
de Kit Connor, le jeune acteur de la romance gay sur Netflix, Heartstopper. Il a seulement 18 ans quand une vidéo de lui tenant la main d'une autre actrice fuite sur internet, entraînant un tollé d'une partie des fans lui reprochant d'interpréter un personnage gay et de jouer sur ses codes sans l'être pour autant. Face à la vague de messages, il avait quitté les réseaux sociaux avant de revenir pour faire son coming out bisexuel sous la pression de certains fans. Pareil pour l'actrice Janelle Monáe qui avait été accusée de queerbaiting avant qu'on apprenne sa pansexualité. Même l'auteur de Love Simon, une série de livres sur une romance LGBT+, Beck Albertalli, était accusée de faire son business sur le dos de la communauté. Bah, vous l'aurez deviné, elle était bisexuelle et elle a dit s'être sentie obligée de faire son coming out face à la pression. Et on en avait parlé dans ma vidéo sur le coming out des youtubeurs, mais assumer sa sexualité publiquement, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est le fruit d'un cheminement personnel qui n'est pas sans conséquences et surtout qui doit se faire selon le rythme voulu par la personne. En France, on se souvient par exemple d'Angèle qui avait été outée contre son gré et qui avait expliqué avoir très mal vécu la situation. La notion de queerbaiting et les accusations qui en découlent, encore plus concernant des célébrités n'ayant jamais affirmé haut et fort leur hétérosexualité, peut s'avérer dangereuse sur ce point. Également, l'excellente youtubeuse américaine Sarah Z, engagée sur ces questions, voit dans le queerbaiting une forme de conservatisme. Pour elle, la suspicion qui pèse sur chaque célébrité se mettant en scène en dehors des cadres de l'hétéronormativité perpétue l'idée selon laquelle un homme ne peut pas avoir simplement envie de s'habiller en rose sans arrière-pensée négative. Et ça, c'est déjà un peu un réflexe réactionnaire, à savoir prêter de mauvaises intentions face à quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on ne comprend pas. Surtout, ça enferme les gens dans des cases, ce qui est l'inverse de l'ambition de base. En disant que Squeezie se fait passer pour un gay lorsqu'il décide de se vernir les ongles, on alimente de fait la vision d'une masculinité traditionnelle, dont chaque écart signifierait forcément l'appartenance à la communauté LGBT+. Or, au contraire, et surtout concernant les célébrités, il vaudrait peut-être mieux accepter que des hommes et des femmes, y compris hétérosexuels, puissent avoir envie de se défaire des codes de représentation traditionnels. Parce que sinon, le risque, c'est d'enfermer chaque individu dans des performances de genre prédéfinies sous prétexte d'une forme de gatekeeping. Et il est là le paradoxe de cette quête de la sexualité cachée des artistes. Il transforme l'orientation sexuelle, et principalement le genre, en une performance. D'ailleurs, dites-moi vous, est-ce que vous étiez déjà tombé sur ce concept, peut-être même sous un autre nom, et qu'est-ce que vous en pensez de manière générale? Est-ce que vous le voyez plutôt d'un bon œil comme une défense de la communauté LGBT+ légitime, ou au contraire comme un mot qui a perdu de son sens et qui est devenu une dérive assez dangereuse pour la communauté elle-même? Ou même une autre opinion si vous avez une autre opinion. Encore une fois, les commentaires sont faits pour ça. L'objectif, c'est pas uniquement que je vous impose mon avis, même si, encore une fois, ça reste très vertical. L'objectif, c'est qu'on puisse discuter de ces sujets à partir des faits et des recherches que j'ai pu mener. Mon but, c'est vraiment plus d'avoir une discussion que de vous faire un cours où je vous dis, bah voilà, c'est comme ça qu'il faut penser. Si vous connaissez le sujet, vous avez probablement forcément déjà entendu parler de Judith Butler et son ouvrage Troubles dans le genre, le féminisme et la subversion de l'identité, publié en 1990. Elle déconstruit l'idée selon laquelle le genre et les identités sexuelles relèvent d'une essence naturelle ou fixe. Au contraire, elle soutient que le genre est performé, c'est-à-dire produit et reproduit à travers des comportements et des discours normatifs imposés par la société. Pour Butler, la performance du genre est une pratique répétitive qui façonne l'identité tout en la rendant instable. Les célébrités accusées de queerbaiting comme Harry Styles ou Billie Eilish incarnent précisément cette instabilité. Ils jouent avec des codes de la culture LGBT+, sans nécessairement s'identifier explicitement comme appartenant à cette communauté. Alors, leur performance trouble la frontière entre authenticité et stratégie et calcul médiatique. À ce titre, la majorité du public se trouve pour moi dans une forme de dissonance cognitive vis-à-vis des célébrités. D'un côté, la plupart d'entre nous sommes en recherche de modèles parmi les stars ou parmi les personnages de séries et de films. Nous cherchons à ce titre des représentations qui nous paraissent authentiques et dans lesquelles nous pourrons ensuite nous projeter, l'utiliser en photo de profil ou s'identifier à des traits caractéristiques d'un personnage ou d'une célébrité. Il suffit de voir sur les réseaux sociaux, on en est rempli. La communauté LGBT+ a les mêmes attentes et c'est pour ça qu'elle réclame souvent plus de personnages illustrant
la diversité des orientations sexuelles ou de genre. Mais dans le même temps, nous avons conscience que ces représentations sont une forme de performance, que les célébrités ne sont pas des vrais individus, mais des personas, des figures construites de toutes pièces par et pour les médias. Cela engendre donc des réactions où d'un côté nous demandons aux célébrités de toujours plus se dévoiler pour toujours plus s'identifier, tout en remettant légitimement en question chaque aspect qui sera dévoilé publiquement. Aussi, Butler montre que la coercition sociale pousse chaque individu à se conformer aux attentes identitaires dominantes. Chaque fois qu'une célébrité montre sa proximité avec la communauté LGBT+, des soupçons commencent à peser sur elle. Dans ce contexte, les accusations de queerbaiting participent malgré elles à la reproduction de cette coercition, exigeant une vérité essentielle de l'identité des célébrités. On attend d'elles qu'elles prouvent leur appartenance à la communauté LGBT+, par un coming out ou par des signes d'authenticité irréfutables. Or, cette demande de transparence entre en contradiction avec la thèse de Butler, selon laquelle les identités ne sont jamais fixes, mais toujours en devenir. Or, les accusations de queerbaiting suggèrent que pour que la sexualité d'une personne soit légitime, elle se doit d'être absolument visible. Et surtout qu'il y aurait des personnes plus LGBT+ que d'autres, selon la démonstration publique ou les preuves de l'appartenance à la communauté partagée. En fait, la critique de queerbaiting, elle illustre même carrément la volonté sociale et globale de contrôler l'expression identitaire des individus. Un phénomène, encore une fois, amplifié par les stars, qui promettent une forme de transparence sur leur vie et donnent l'impression d'être à l'écoute de l'audience, au point que cette dernière peut rapidement s'imaginer dotée d'un pouvoir de contrôle sur celle-ci. En exigeant des célébrités qu'elles définissent clairement leur identité sexuelle ou de genre, ces accusations participent à un contrôle des identités qui nie la complexité et l'ambivalence propre à la performance du genre. Cette police de l'identité peut même être perçue comme une forme de violence symbolique, car elle renforce les divisions et les exclusions au sein même des groupes qu'elle prétend protéger, entre par exemple les personnes qui sont out ou les personnes qui ne le sont pas. Et également, elle va venir, entre guillemets, punir toutes les personnes n'appartenant pas à la communauté LGBT+, mais qui vont transgresser les règles de représentation et de performance normatif dans notre société. Ce qui est dommage parce qu'à la base, la communauté LGBT+, elle s'est construite sur ces transgressions. Le queerbaiting est une notion intéressante. Elle relève avec pertinence l'appropriation culturelle des groupes marginalisés par les industries du divertissement. Mais, et je sais que ça pourra peut-être au premier abord en choquer plus d'un, mais vous allez voir où je veux en venir, comme le terme wokisme, elle semble avoir perdu de son sens, en s'attaquant à des personnalités publiques qui se retrouvent alors forcées de faire leur coming out, ou même de rentrer dans les normes. Toute proportion gardée, évidemment, elle fait beaucoup moins de dégâts que l'idée de wokisme, mais c'est pour montrer qu'un concept, et encore plus un mot à l'ère de nos réseaux sociaux, peut avoir un sens à son origine et être petit à petit détourné et être transformé en dérive qui va à l'encontre de l'idée de base. Tous les chercheurs, tous les articles que j'ai lus sur le sujet, la plupart du temps écrits par des personnes concernées, soulignent le paradoxe de cette dénonciation, qui part d'une indéniable bonne intention de défendre l'existence de sa culture et de sa communauté, mais qui finit par enfermer les individus dans des cases. Ce qui est, je pense, encore une fois, l'exact opposé de l'idéal à l'origine. Il me paraît donc essentiel de rester attentif à la marchandisation, voire même à l'invisibilisation de la communauté LGBT+, de sa culture et de ses codes à l'écran, sans pour autant juger les célébrités sur leur performance de genre à partir d'a priori. Et surtout, continuer à valoriser cette culture et soutenir les célébrités et les œuvres qui, de plus en plus nombreuses, continuent à la mettre en lumière. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout de cette petite vidéo quasi bonus. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. C'était Adam Bross. Ciao!